Bonjour, bienvenue dans ce 23e épisode du podcast de Fantasy au petit déjeuner, version très allégée et très écourtée de la vidéo sur le site de Fantasy au petit déjeuner. Alors aujourd'hui un petit déjeuner un peu royal avec des raisins, des croissants. Pourquoi un royal? Puisqu'on parle d'une immense série, une série royale, la série du Trône de Fer de Martin. Ça fait un moment qu'on évoquait l'idée de faire une chronique, c'est chose faite, on se jette. Je vais sans doute oublier plein de choses, rater, passer à côté de plein d'éléments et me tromper sur beaucoup de choses parce que c'est tellement complexe, mais bon, néanmoins, il était temps de le faire. Pourquoi on le fait? Parce que les éditions Pygmalion viennent enfin de sortir en un seul tome les 2 premiers volumes de la série, correspondant ainsi au découpage initial de Martin, qui avait toujours fait le livre A Game of Thrones en un seul gros tome, et c'est ce que vous avez dans celui-ci. Il existe néanmoins pour les petites bourses en 2 volumes chez J'ai lu, donc à acheter les 2 en même temps de préférence, puisque c'est une seule histoire qui a été coupée en 2 pour des raisons éditoriales en France. Voilà, l'histoire du Trône de Fer est très complexe, alors je vais essayer d'aller vite. Grosso modo, l'histoire se passe dans un royaume qui s'appelle le royaume des 7 couronnes. C'est un immense royaume, très différent, qui va du nord au sud, habité par beaucoup de familles avec un très riche passé qui rappelle beaucoup en fait les pays européens. Vous avez les différentes grandes familles qui ont toutes des plus ou moins positions vis-à-vis de la couronne, etc. Et le roman commence 15 ans après une terrible guerre civile qui a ravagé le pays, où le roi en place, qui était le roi Aerys, qui était un roi totalement fou, a été débouté et destitué par Robert Baratheon, qui a été le prétendant et qui a plus ou moins usurpé le trône, même parce que les gens l'appellent l'usurpateur, mais bon, il a viré le roi maléfique entre guillemets et a pris le pouvoir, et ça fait 15 ans qu'il est sur le trône, mais ça fait 15 ans aussi que le royaume des 7 couronnes va à volo. La lutte entre les différentes familles n'est pas apaisée, il y a l'ombre de la guerre civile plane et des menaces extérieures commencent à arriver, et c'est dans ce cas-là, c'est dans ce cadre-ci que Robert Baratheon, le roi, vient rendre visite à son ancien ami, celui qui l'a aidé dans sa conquête du trône, qui est Eddard Stark. Eddard Stark, il vit dans le royaume nordique, il vit à Winterfell. C'est un royaume qui se trouve tout au nord des 7 couronnes, c'est le royaume le plus au nord tout simplement. Voilà, vous l'avez ici les différentes cartes, et donc Winterfell se trouve ici, et le nord, tout le royaume du nord c'est ceci. Et Eddard Stark en fait se voit confier la mission par son ancien ami de devenir la main du roi, de devenir l'homme le plus puissant derrière le roi, et de donc emménager à Port-Réal, la capitale, pour assurer la protection du roi, maintenir la cohésion du pays et essayer d'empêcher une guerre civile d'éclater. C'est une mission qu'il va être évidemment obligé d'accepter, mais c'est une mission qui va s'avérer terriblement dangereuse, puisque Port-Réal est un véritable panier de crabes, et va se mettre en place une sorte de théâtre d'intrigues de cour, où vont s'enchaîner les alliances, les unions, les trahisons, les assassinats, les mensonges et autres petits plaisirs de la vie au château. Voilà notre pauvre Édouard dans ce panier, et sa famille va être également touchée de plein fouet. Le problème, c'est qu'il y a une menace qui se lève à l'extérieur, il y a une menace derrière le mur, puisque le pays est protégé au nord par un immense mur derrière lequel rôdent des créatures étranges qui ont décidé de se réveiller. Il y a une autre menace qui se trouve tout à l'est du pays, j'espère que vous suivez, qui est cette fois-ci les derniers descendants du précédent roi qui a été débouté. Mais ils sont toujours en vie et ils sont en train d'essayer de rassembler une armée pour reprendre le trône qui leur appartient de droit. Voilà grosso modo les dangers que vont devoir affronter nos héros. Alors pourquoi on en parle tellement du Trône de Fer? Pourquoi vous trouvez des chroniques partout absolument élogieuses? Mais évidemment parce que c'est génial, évidemment parce que c'est impressionnant, et c'est une série comme il n'y en a pas deux. Qu'est-ce qui en fait une série absolument phénoménale? Tout d'abord, évidemment, c'est son histoire. C'est une intrigue extrêmement travaillée, extrêmement poussée, extrêmement dense. Ça se superpose en piles comme ça au fur et à mesure de l'histoire. Ça commence très doucement, et au fur et à mesure de problèmes, de complications viennent s'enchaîner et font qu'il y a une toile extrêmement dense et complexe d'intrigues qui se nouent et qui vont aboutir à un climax absolument hallucinant. Et c'est un vrai don qu'a Martin. C'est un ancien scénariste, il sait raconter l'histoire, il sait mettre en scène une intrigue, il sait faire monter la sauce comme on dit, et il sait nous surprendre. Je veux dire, c'est extrêmement agréable de se faire comme ça, se faire tomber de sa chaise parce qu'il y a une révélation, il y a une surprise, il y a un assassinat, il y a une trahison qu'on n'attendait absolument pas, et ça c'est vraiment génial. Secondo, les personnages sont hallucinants, ils sont plus humains qu'humains, ils sont plus vrais que nature, ils sont vivants, ils sont ni obscurs, ni mauvais, ni foncièrement gentils, ils sont tous gris. Même le pire des salauds devient adorable dans le 2e tome, même le plus gentil des gars a sa part tyrannique qui ressort au fur et à mesure de l'épisode. Voilà, ils sont tous géniaux. On a nos préférés, il y a Tyrion, il y a Jon Snow. Il y en a certains qui sont particulièrement charismatiques et intéressants, mais tous sont traités avec égalité et avec le même talent, et c'est ça qui est fondamentalement génial.
Second point, et je vais arrêter de dire génial tout le temps parce que ça va devenir fatigant, vous avez aussi cette référence à l'histoire de France, à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de l'Angleterre. On sent que les références sont là, les rois maudits de Druon, les pièces shakespeariennes sur les Stuarts, sur Henri VIII, etc. Tout ça, c'est des références, et pour ceux qui aiment l'histoire comme moi, c'est un vrai bonheur de trouver ça et de sentir ces clins d'œil de l'auteur dans son histoire. Il faudra signaler quand même au niveau négatif que c'est quand même compliqué, c'est quand même dense, c'est pas pour tout le monde, c'est très mature, c'est violent, il y a des assassinats assez moches, c'est la guerre et dans toute son horreur, et en plus, vous avez une intrigue qui est longue à raconter, qui est compliquée, qui va dans tous les sens avec une généalogie hallucinante. Bref, faut s'accrocher, mais ça vaut le coup si vous tenez le cap. Et secondo, signalons pour l'édition française une traduction extrêmement médiévalisée qui, à mon avis, peine et alourdit le style, alors que le style en anglais à la base est extrêmement riche et dynamique et rapide et n'est pas du tout comme le laisse à penser la traduction française, et c'est bien dommage. Voilà, c'est vraiment très rapide, on pourrait rester 1 heure à parler de ce grand cycle de fantasy. Je vous engage à aller sur le site, vous verrez une vidéo plus longue, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un petit déjeuner sans doute plus banal et un livre sans doute moins phénoménal, mais j'espère d'autant de qualité. Merci à vous et à très bientôt, au revoir.